donc d'introduire les deux intervenants. Comme vous savez peut-être, Henrik Schleifer, excusez ma prononciation, a dû déclarer forfait, donc ne sera pas là. Nous aurons donc deux intervenants aujourd'hui dans ce panel sur l'histoire de l'internationale communiste. Donc mon nom est Brigitte Schuller et j'ai moi-même travaillé un petit peu sur l'internationale communiste. Je pense que c'est la raison pour laquelle les organisateurs m'ont demandé de venir. Alors j'aimerais présenter Ian Burchell, qui est sans doute pour la majorité d'entre vous déjà quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est un marxiste, on peut le dire, historien britannique qui a enseigné à l'université de Middlesex et qui est aujourd'hui écrivain, publiciste, indépendant, qui a beaucoup publié sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur l'histoire du mouvement communiste, qui a publié notamment sur Sartre contre le stalinisme, qui a publié sur Lénine, sur les partis communistes. Et j'aimerais citer un ou deux livres que vous avez publiés récemment. C'est The Spectre of Babeuf, publié en 1997, et puis une biographie de Tony Cliff, avec le sous-titre A Marxist for His Time, qui est paru en 2011, donc l'année passée, et puis une autre publication très récente, c'est Sartre et l'extrême gauche française, qui a paru, donc c'est une traduction, qui a paru en 2011. Alors, j'aimerais tout de suite vous donner la parole pour parler donc des politiques antimilitaristes et anticoloniales de l'internationale communiste entre 1919 et 1926. Bon, alors, je veux commencer en citant un écrivain britannique, George Orwell, qui a écrit « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. » Et je pense que c'est très important pour ceux d'entre nous qui veulent penser l'émancipation. Alors, les questions historiques ont une très grande importance dans la lutte idéologique. Et ceci est surtout vrai en ce qui concerne l'internationale communiste. Parce que dans les 10 ans qui ont suivi la révolution russe de 1917, on a vu un moment d'espoir pour les opprimés du monde. Selon Paul Lévy, qui était un des premiers dirigeants du parti communiste allemand, il a dit que la révolution russe rendait le courage aux découragés, le calme à ceux qui désespéraient, l'orgueil aux humiliés, l'humanité aux déshumanisés. Et je crois que les historiens qui ne saisissent pas l'importance de cet espoir qui a été créé par la révolution russe parmi les opprimés de l'Europe et un peu partout dans le monde, ne peuvent pas apprécier la totalité de ce moment historique. Il faut dire que l'historiographie du communisme a sa propre histoire. Pendant plusieurs années, l'étude du communisme a été dominée par deux traditions. D'un côté, il y avait une tradition stalinienne qui voyait le communisme des années 30 et après comme l'héritier authentique de la révolution russe. De l'autre côté, il y avait une tradition de guerre froide qui considérait le communisme comme pourri dès le début. Alors pour les uns et les autres, Lénine menait directement à Staline. Et tout ce qui dérangeait ce schéma simpliste était oublié. C'est pour ça, je pense, que même aujourd'hui, nous n'avons pas une biographie satisfaisante, ou même une biographie du tout, de Zinoviev, qui a joué un rôle énormément important dans les premières années de l'internationale communiste. Mais pour ceux qui veulent voir un chemin direct entre Lénine et Staline, examiner la question de Zinoviev, ce serait compliqué un peu les choses. Donc on ne l'a pas fait. Et on trouve aussi beaucoup d'autres, des fondateurs des partis communistes, des gens qui ont joué un rôle énormément important dans les premières années,
de l'Internationale communiste, mais qui ensuite sont disparus. On ne les trouve guère dans les histoires des partis communistes. Et c'est seulement assez récemment, avec les écrits remarquables de Pierre Brouet, puis d'une nouvelle génération d'historiens, que nous commençons à saisir la vraie complexité des premières années de l'Internationale. Et de plus, je trouve que souvent, les historiens s'occupent davantage des luttes intérieures des partis communistes que des activités pratiques de ces partis. Je peux citer comme exemple M. Romain Ducoulombier, qui est l'auteur d'une récente histoire des origines du Parti communiste français, qui a été assez loué en certains quartiers, que moi je trouve énormément mauvais, mais c'est mon opinion personnelle. M. Ducoulombier se vante de son exploitation d'archives inédites. Mais il semble, en lisant son livre, qu'il n'a guère consulté la presse publique du Parti communiste, qui donne peut-être des indications plus intéressantes sur ce que les communistes faisaient, les différentes campagnes qu'ils menaient, les grèves, les luttes des locataires et ainsi de suite. Et même Philippe Robrieux, un des historiens les plus honnêtes du communisme français, prétend que, pour comprendre l'évolution du parti, le plus important est de saisir ce qui s'est joué à l'intérieur. Et il a nommé son livre L'histoire intérieure du Parti communiste français. Pour moi, par contre, je pense qu'il vaudrait mieux avoir une histoire extérieure, une histoire de l'activité des partis communistes, une histoire de la presse publique des partis communistes. Bon, je vais prendre comme un exemple un thème dans l'historiographie de l'Internationale communiste, les fameuses 21 conditions à l'adhésion à l'Internationale. Encore une fois, si on consulte le livre de M. Ducoulombier, il s'inquiète beaucoup pour savoir exactement quelle version de ces conditions a été adoptée par le Congrès de Tours. Une question intéressante peut-être, mais il ne semble guère s'intéresser au contenu de ces mêmes conditions. Et pour moi, je pense, c'est moins le texte précis des conditions qu'il faut considérer, plutôt le fait que ces conditions, du moins plusieurs d'entre eux, exigeaient de certaines activités de la part des partis communistes nouveau-nés. Et ce sont les conditions les plus intéressantes. Et en effet, l'Internationale imposait sur ces sections un internationalisme pratique, c'est-à-dire une politique antimilitariste et une politique anticoloniale dans les faits et non seulement dans les paroles. Ainsi, la quatrième condition soulignait la nécessité absolue de mener une propagande et une agitation systématique et persévérante parmi les troupes. Tandis que la huitième condition insistait que tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de soutenir, non en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, et d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. On voit que l'Internationale communiste prenait très au sérieux la lutte contre le colonialisme lorsqu'on considère l'organisation du Congrès des peuples de l'Orient à Bakou en 1920. Un congrès qui avait près de 2000 participants, dont la plupart venaient des pays asiatiques, et qui essayait justement de lier la lutte des peuples opprimés, de ce qu'on appelait plus tard le tiers-monde, de lier leur lutte aux luttes des travailleurs en Europe. Le représentant britannique, par exemple, M. Tom Quelch, insistait que les ennemis de la classe ouvrière britannique, les capitalistes anglais, sont aussi les ennemis
des peuples de l'Orient opprimé. Alors, il est bien connu qu'un certain Nguyen Ai Quoc, c'est-à-dire le futur Ho Chi Minh, a parlé au Congrès de Tours. Mais ce qu'on discute beaucoup moins, c'est le fait, dans la plupart des histoires du Parti communiste français que j'ai consultées, c'est l'activité de Nguyen Ai Quoc dans les premières années du parti. Par exemple, même Philippe Robrieux, qui a retrouvé la trace de beaucoup de militants qui étaient plus ou moins cachés de l'histoire, nous dit tout simplement que le jeune Ho Chi Minh a joué un rôle très obscur dans cette période. En effet, il a joué un rôle très important dans l'établissement d'une organisation pour ceux d'origine coloniale vivant en France, ce qu'on appelait l'Union intercoloniale. Et à partir d'avril 1922, il s'occupait d'une publication, Le Paria. Autour de lui était constituée une équipe de camarades engagés dans la lutte anti-impérialiste. Je veux citer un seul nom comme exemple de cela. Un certain Adjali Abdelkader, dont on ne trouve guère le nom dans les histoires du Parti communiste. Il était membre fondateur du Parti communiste et il écrivait régulièrement au Paria sous des pseudonymes tels que Ali Baba et Adjbiko. En mai 1924, le Parti communiste a présenté Adjali comme candidat aux élections parlementaires pour le deuxième secteur de Paris. Il était un des très rares maghrébins qui avait les citoyennetés françaises et qui ainsi était éligible au Parlement français. Il n'a pas été élu, mais il a eu un assez bon résultat, un très bon pourcentage. Et on peut dire que les travailleurs nord-africains voyaient qu'il serait possible d'élire un arabe au Parlement français avec les voix des travailleurs français, parce que les travailleurs nord-africains, pour la plupart, n'avaient pas le droit de voter. C'était vraiment une élection assez importante. Mais il y avait, la campagne électorale avait un résultat aussi assez important, parce que parmi ceux qui assistaient à une de ces réunions électorales était un jeune ouvrier de chez Renault qui s'appelait Messali Hadj. Hadj Ali a fait une très bonne impression sur lui et les deux hommes sont devenus de bons amis. Et l'année suivante, Messali Hadj est devenu membre du Parti communiste. En 1926, Messali Hadj et Hadj Ali ont fondé ensemble l'Étoile nord-africaine, le premier grand mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Donc on peut dire que si on considère les deux grandes guerres de libération nationale qui ont secoué la France après 1945, c'est-à-dire la guerre d'Indochine et puis la guerre d'Algérie, toutes ces deux guerres ont eu leurs origines dans les milieux communistes à Paris dans les années 20. Et on peut dire que c'était grâce à la 8e condition. Hadj Ali était élu au comité central du Parti communiste français en 1926. Après, il est allé à Moscou pour exercer des responsabilités au sein de l'Internationale communiste. Et une chose qu'il faut remarquer, que je trouve assez intéressant, c'est pendant tout ce temps, il est resté musulman pratiquant. Et il a écrit des articles dans le Paria pour conseiller aux communistes français de prendre une attitude positive envers les musulmans. Bien sûr, il faut dire que la pénétration des idées internationalistes dans le Parti communiste était inégale, surtout en Afrique du Nord. Et je cite le livre de Jacob Moneta sur le Parti communiste français et la politique coloniale. Il dit que le mouvement communiste en Afrique du Nord était organisé par des Français qui vivaient sur place et le nombre des membres autochtones était peu important. En septembre 1922, un rapport a été adopté
à l'unanimité par le deuxième congrès interfédéral communiste de l'Afrique du Nord. Ce rapport commençait par dire que le texte de la 8e condition était trop général et négligeait les conditions particulières des différents pays. C'est une critique qu'on entend très souvent de ces conditions. En Algérie, disait-on, il fallait reconnaître que ce qui caractérise la masse indigène, c'est son ignorance. C'est avant tout le principal obstacle à son émancipation. Donc, l'émancipation des populations indigènes d'Algérie ne pourra être que la conséquence de la révolution en France. En d'autres mots, ces indigènes sont incapables de s'émanciper eux-mêmes. Il faut qu'ils attendent que les Français métropolitains prennent leur temps pour faire la révolution et ainsi ils pourront libérer le reste du monde. Et ces communistes ont fait la conclusion que la propagande communiste directe auprès des indigènes algériens est actuellement inutile et dangereux. Heureusement qu'il y avait d'authentiques internationalistes en Afrique du Nord, et un de ceux que je voudrais nommer, encore quelqu'un qu'on ne trouve guère dans les histoires du communisme français, un certain Robert Louzon, qui était un ancien syndicaliste révolutionnaire d'avant 1914, et qui était allé travailler en Tunisie et qui était devenu secrétaire de la Fédération communiste tunisienne. Il faut remarquer que la Fédération communiste tunisienne, en 1921, a lancé le premier quotidien communiste en langue arabe. Au bout de 8 jours, ce journal a été interdit par les autorités françaises. Pendant une dizaine de jours, de nouveaux quotidiens en arabe étaient lancés chaque jour sous un titre différent. Et chaque fois, ces journaux étaient interdits immédiatement. Mais Louzon a écrit pour répondre au rapport que je viens de citer, il a écrit un article qui s'appelle « Une honte ». Il a condamné la résolution. Et il insistait qu'il n'y a pas d'équivalence entre le nationalisme d'un peuple oppresseur, dont le nationalisme consiste à opprimer un autre peuple, et le nationalisme d'un peuple opprimé, dont le nationalisme ne tend qu'à se débarrasser du peuple oppresseur. Et je pense que c'est une distinction très importante et qui reste toujours valable, la distinction entre le nationalisme des opprimeurs et le nationalisme des opprimés. Et si on lit cet article de Louzon, on trouve que quelques-uns de ses propos restent très actuels. Quand il nous dit, par exemple, que le communiste européen ne doit pas se croire supérieur à l'indigène parce qu'il porte un chapeau au lieu d'un fez, il est impossible de ne pas penser à ceux qui se croient supérieurs à celles qui portent le hijab ou la burqa. Et il faut se souvenir que Louzon, dont le nom a presque disparu de toutes les histoires, Louzon, en 1960, 40 ans plus tard, toujours animé des mêmes principes révolutionnaires, a signé le manifeste des 121 pour défendre l'indépendance algérienne et ceux qui travaillaient pour cette indépendance. Alors, quant à l'antimilitarisme, ce n'était pas tout simplement quelque chose qui était imposé sur les communistes français. Par contre, une tradition très robuste existait en France avant 1914. Surtout, il y avait l'organisation de ce qui s'appelait le sou du soldat. Les syndicats s'efforçaient à maintenir des contacts entre les jeunes conscrits et le mouvement ouvrier. Le congrès de la CGT, en 1900, par exemple, proposait que les jeunes conscrits devraient être mis en relation avec les secrétaires des bourses du travail où ils seront en garnison.
et on a pris de l'argent des syndiqués pour faire des cadeaux et des petits conforts aux soldats, mais aussi pour distribuer la propagande antimilitariste. Par exemple, le célèbre nouveau manuel du soldat qui contenait une propagande antimilitariste très vigoureuse. En 1911, la jeunesse socialiste révolutionnaire du 18e arrondissement de Paris faisait paraître un journal l'abattoir. On y donnait aux jeunes conscrits le conseil de ne jamais tirer sur leurs camarades en grève. La propagande antimilitariste, avait une certaine influence. Par exemple, on remarque qu'en 1900, il y avait 3000 insoumis. En 1909, il y avait 10 400. Donc, il existait déjà une tradition antimilitariste. Bien sûr, ces traditions n'étaient pas assez fortes pour résister le début de la Grande Guerre en 1914. Mais par contre, on se souvenait toujours de ces traditions. Et le Parti communiste nouveau-né, en 1923, faisait face à une situation très grave. Le gouvernement français a décidé au début de cette année à envahir la Ruhr en réponse à l'incapacité de l'Allemagne de payer les réparations. Alors on peut dire qu'à cette époque, l'Allemagne était dans une situation révolutionnaire. Il y avait une inflation catastrophique. Il y avait un parti communiste qui faisait des préparations très sérieuses pour prendre le pouvoir. Donc le rôle du Parti communiste français, en répondant à cette situation très grave, était très importante. Le Parti communiste français a créé un journal adressé aux soldats qui s'appelait La Caserne. D'un côté, ce journal s'occupait des questions pratiques, c'est-à-dire il s'adressait à la masse des soldats, il parlait de la nourriture, du logement, de l'hygiène, du travail des soldats. Mais en même temps, il incitait à la désobéissance. En novembre 1923, on lisait à côté du titre La Caserne, on lisait « Soldats français fraternisés avec les ouvriers allemands ». Les communistes ont distribué 2 millions de tracts, de papillons et d'affiches. Bien sûr, on ne peut pas savoir si toute cette littérature était lue. Très souvent, on lançait des tracts par-dessus le mur des casernes et on ne peut pas savoir si chaque tract qui arrivait à l'intérieur était étudié en détail. Mais quand même, la distribution de 2 millions de tracts et d'affiches, c'est assez important. Les papillons portaient des mots d'ordre tels que « Soldat, ne tire jamais sur ton frère ouvrier ». « Soldat, soutenez la révolution allemande ». « Soldat, défendre la révolution en Allemagne, c'est bien. La faire en France, c'est mieux. » Selon Voja Vujović, qui était un des principaux organisateurs de ces activités de la part de l'Internationale communiste, au cours des premiers mois, de nombreux soldats coloniaux faisaient partie de l'armée d'occupation. On s'en servait ou on n'était pas sûr des troupes blanches. La propagande parmi les indigènes est extrêmement difficile, car 2 ou 3% seulement savent lire. 2 appels furent publiés en arabe et distribués à des dizaines de milliers d'exemplaires. La propagande distribuée aux Sénégalais tentait de faire le lien entre la lutte des travailleurs allemands et celle du peuple sénégalais pour l'indépendance. Des méthodes de propagande innovatrices, telles que l'emploi des images pour les illettrés, étaient utilisées. La propagande communiste paraît avoir eu un certain effet sur la morale des soldats. La caserne a raconté plusieurs incidents. Par exemple,
les soldats de l'ancienne compagnie se firent en masse porter malades. Au lieu de les reconnaître, le major les renvoya au colonel. Les jours de prison et de salles de police se mirent à pleuvoir sur les mutins. À Mayence, des soldats affamés manifestent en chantant « À manger, à manger ». À Essen, à Bochum, à Dortmund, à Düsseldorf, les soldats français n'ont pas tiré sur les masses ouvrières. À Neustadt, des soldats marocains n'ont pas fait partir le fusil. On peut citer le cas de Ben Lachal Mahmoud, qui était membre du comité éditorial du Paria. Il a été désigné responsable de la propagande parmi les troupes nord-africaines dans l'arrière et il a produit une édition en arabe de la caserne. À la suite de ses activités d'appel à la fraternisation, Ben Lachal a été emprisonné le 18 décembre 1923 et au procès de Mayence en juin 1924, il a été condamné à 5 ans de prison. Il avait été arrêté à cause de la trahison d'un caporal tunisien et de fausses preuves présentées par un adjudant. Après son arrestation, il a été maltraité et a subi des insultes racistes. Quand même, Ben Lachal et tous les autres accusés ont été libérés en août 1924 après une vigoureuse campagne du PCF. Donc, même si on n'a pas pu empêcher l'invasion de la Ruhr, on voit que le Parti communiste français, encouragé par l'international communiste, encouragé par les 21 conditions, mais avec une coïncidence de la politique de l'international et des traditions françaises, a fait une activité antimilitariste et anticoloniale assez importante. Bon, pour conclure, l'histoire ne se répète pas. Dans les paroles de Victor Serge, l'émancipation humaine sera réalisée par des gens infiniment différents de nous, infiniment pareils à nous. Mais nous pouvons espérer que ces gens retrouveront les meilleures traditions de l'internationalisme ouvrier.